Partage de conseils, d'histoires et d'instants vécus en montagne. Bienvenue dans l'Appel des Cimes, le podcast signé Alpinecore. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel des Cimes. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que il s'agit d'un débat. C'est la première fois qu'on va faire ça, donc soyez indulgents, on va tester un truc. C'est ça. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est: la montagne est-elle devenue trop accessible ? Donc, vaste sujet. D'accord, ok. Et il faut répondre à cette question à la fin du... On va débattre Ouais. sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je précise que je découvre le thème et que donc c'est un peu rigolo parce que je me laisse surprendre là-dessus. En fait, la question, elle est hyper vaste, elle regroupe plein de trucs pour moi. Est-ce qu'on considère qu'elle est devenue plus accessible parce que c'est plus facile d'y aller ? Est-ce qu'on considère qu'elle est devenue plus accessible dans l'imaginaire des gens ? Est-ce qu'on considère que... Enfin, en plus, de quelle montagne est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle de la haute montagne, de la moyenne montagne, voire même de ce qu'on appelle vulgairement ici la montagne à vache, qui serait quasiment pour nous la basse montagne ? Et en fait, je pense que déjà, il faut définir de quoi on parle pour la montagne, et ensuite définir de quoi on parle pour l'accessibilité. Voilà. Et est-ce que tu veux du coup nous dire ce que toi tu vois dans la montagne ? Ouais. Bah, c'est vrai que moi, ce que j'imagine, même d'un point de vue plus général, je pense que la montagne est devenue plus accessible, même sur des petits sentiers, en fait, sur des petites randonnées. Évidemment, elle est sûrement devenue aussi par extension en haute montagne, notamment par l'apparition du reportage d'Inoxtag qui a permis aussi d'ouvrir les yeux sur ce sujet aux jeunes, ou même aux moins jeunes d'ailleurs. Mais du coup, les gens ont vu ce que c'était la montagne et ça a peut-être donné aussi envie à certains de découvrir ce milieu qui est quand même un peu inaccessible normalement. Alors, toi, si je comprends bien, tu dis que la montagne, elle est devenue plus accessible plutôt dans l'imaginaire des gens. Ouais. Okay, parce que moi, j'ai un avis qui est globalement le même là-dessus, mais Ouais. pour le reste, je suis totalement en désaccord. Dis-moi. Je trouve que la montagne n'est pas du tout plus accessible qu'avant. Alors, oui, elle est... effectivement, psychologiquement, on va avoir plus de gens qui vont y aller. Ouais. Ça veut pas dire qu'elle est devenue plus accessible. C'est-à-dire que la montagne en soi, elle n'a pas bougé. Tu sais, c'est un peu ce qu'on dit dans la région. Il y a que les montagnes qui se recroisent pas ici parce qu'elles sont immuables. Et en vrai, je trouve que autant oui, on a des gens maintenant qui sont de plus en plus attirés par ça, mais on a du coup de plus en plus de gens aussi qui se mettent un peu en danger. Je pense pas que la montagne soit plus accessible. Je pense qu'elle est devenue plus proche de nous d'un point de vue psychologique peut-être. Ouais. Et en même temps, je suis pas hyper d'accord avec ça non plus parce que justement, au plus il y a de gens qui y vont, au plus la montagne s'abîme et au plus les sentiers sont impraticables, etc. Et donc, au moins, elle devient accessible aussi. Ah bah oui, d'un côté. ça je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les sentiers qui sont très courus, parce qu'en fait, alors voilà, c'est ça. Peut-être qu'on peut commencer aussi par définir la montagne. Dans la montagne, en fait, il y a, on va dire, 3 grosses catégories pour moi. Voilà, je suis pas définitivement l'expert là-dessus, mais en vrai, pour moi, il y a 3 catégories dans la montagne. Il y a, en gros, le chemin de balade, on va dire, la randonnée hyper accessible, et qui va être très entretenue. Alors, il faut savoir que tous les sentiers de randonnée sont normalement balisés par la FF Randonnée, la Fédération Française de Randonnée. Et donc, la plupart du temps, en France, en tout cas en Haute-Savoie, c'est assez bien foutu parce que la Fédération de Randonnée part du principe que les chemins vont être parcourus par des non-sportifs. Et donc, les distances sont bien calculées, mais les temps de trajet estimés sont toujours revus un peu à la hausse, en se disant que voilà, si on a des gens qui ne sont pas des pratiquants aguerris, ils vont peut-être réussir à rester quand même dans la moyenne horaire. D'ailleurs, c'est un peu un jeu, quand on fait un peu de la montagne de façon régulière, d'essayer de diminuer ces temps annoncés par la Fédération de randonnée. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a on va dire la moyenne montagne à proprement parler, qui peut se pratiquer soit sur des sentiers beaucoup plus escarpés, soit carrément même
hors sentier. Et là, pour le coup, pour moi, voilà, ça, c'est vraiment un truc à part. C'est pas aussi accessible, hein, clairement. Et puis, on a la troisième catégorie qui est clairement l'alpinisme à proprement parler. Et là, on n'est même plus hors sentier, on est carrément. Ouais. En fait, le principe de base, c'est de chercher des parois rocheuses, de chercher des zones montagneuses qui vont imposer d'autres techniques pour passer. C'est vraiment ce qui va différencier ce qu'on appelle la haute montagne de la moyenne montagne. C'est pas l'altitude en elle-même, c'est l'accessibilité, justement. C'est comment est-ce qu'on fait pour y aller, de quelle technique on a besoin, de quel matériel on a besoin. Voilà. Donc pour moi, cette partie-là, elle n'est pas devenue plus accessible. Je pense même que, comme tu le dis, le fait qu'il y ait pas mal de passages a érodé certains sentiers, donc certaines voies d'accès sont plus compliquées à utiliser. Il y a un autre sujet dont on peut parler aussi, c'est l'évolution climatique, parce que Mhm. ça sert à rien de se voiler la face là-dessus, il y en a un peu quand même. Et on l'attribue à ce qu'on veut, ça m'intéresse pas tellement comme débat. Ce qui m'intéresse plus, c'est de voir l'effet réel que ça a. Pour moi, les deux, enfin voilà, en gros, les deux choses qui vont le plus abîmer la montagne, c'est effectivement le passage, la surfréquentation. Ça, c'est Ouais. le truc qui tue la montagne le plus. Et le deuxième truc, c'est effectivement les évolutions climatiques. Là, par exemple, en ce moment, à Chamonix, ils étudient l'aiguille du Midi, mais vraiment, ils regardent ça comme le lait sur le feu parce que avec la fonte du permafrost, c'est-à-dire de la glace résiduelle qui reste entre les pierres, c'est un petit peu comme si un mur perdait son ciment, son mortier, et donc les pierres sont livrées à elles-mêmes. Alors quand vous avez des grands éperons rocheux qui sont au-dessus d'une ville comme Chamonix, ça a tendance à faire un peu stresser. Mhm. Et on a eu le cas d'ailleurs cet été avec des rochers qui sont tombés sur la voie d'accès pour Chamonix et qui ont tué des gens d'ailleurs. Donc vraiment, voilà, ça rigole pas tellement à ce niveau-là. Donc c'est plus accessible mentalement, je dirais. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que les sentiers sont pas forcément plus praticables. Et je peux même donner un autre exemple. Dans la fameuse montagne, on va dans le sentier de randonnée très couru. Il y a 2 ans, je ne sais pas si tu te souviens, on est allé faire le fer à cheval, qui était donc une rando assez énorme, et qui démarre dans le cirque du fer à cheval. Alors ça, pour le coup, le cirque du fer à cheval, c'est donc un endroit qui est très connu en Haute-Savoie, qui est vraiment très très fréquenté par les touristes. Je crois qu'on est à plusieurs millions de visiteurs par an, c'est gigantesque. Et donc les communes du Gifre, de la zone à laquelle appartient le cirque du fer à cheval, sont obligées d'entretenir les sentiers, mais de façon beaucoup plus intense que partout ailleurs. Ça fait partie des sentiers qui, pour le coup, eux, sont aussi balisés par les communes locales, Mhm. parce que c'est une manne financière assez importante. Chaque année, c'est des dizaines de milliers d'euros qui sont investis dans le fait d'entretenir les sentiers parce qu'ils sont complètement défoncés par les touristes. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas quand les touristes se comportent bien, mais il faut partir aussi du principe que si vous interdisez un accès, vous aurez de toute façon une pelletée de débiles qui vont essayer de passer quand même. Et ça, c'est encore plus compliqué parce que ça veut dire que potentiellement, ça érode non seulement les sentiers, mais des zones par moment qui peuvent mettre en danger les sentiers en dessous. Donc voilà, ça c'est un truc, c'est encore un autre facteur. Mhm. Ouais, puis là, on parle de randonnée, mais il y a aussi le ski, l'escalade, il y a tous les autres sports de montagne qui, eux aussi, sont peut-être rendus plus accessibles, quoique je trouve que l'escalade, c'est pas forcément le cas. Enfin, en tout cas, la vision que j'en ai, Ouais, c'est pas forcément le cas. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent des gens qui, pour le coup, peuvent pas mentir. Il faut avoir les compétences pour essayer de faire de l'escalade, quoi. Tu peux pas t'aventurer comme tu veux. ah, on en a vu qui ont essayé, hein. Et Ils ont eu ouais, des problèmes. ouais, mais tu vois, il faut même du matériel, C'est vrai. il faut acheter plein de trucs, et puis t'es vite coincé, quoi. Donc voilà, là où le ski, certes, il faut du matériel, mais déjà, tu peux tout louer aussi. Et puis, t'as les stations de ski qui permettent Ouais, à ouais, je un suis peu d'accord. n'importe qui de s'y rendre. Et puis, il y a un effet aussi où il y a les restaurants, les petits cafés Mais c'est super d'altitude. intéressant, ouais, ce que tu Et dis. donc, ça fait que n'importe qui peut y aller. Et c'est pas le cas avec l'escalade, j'ai l'impression. Ou l'alpi, évidemment, parce Alors, que... je suis entièrement d'accord, Ouais. carrément même, parce que en fait, effectivement, le ski est devenu, lui, beaucoup plus accessible. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent pratiquer le ski, ça se voit.
Alors, sur tout type de station d'ailleurs, mais effectivement, il y a beaucoup plus de gens et ça se voit du coup aussi dans le type de pratique. Effectivement, il y a même pas mal de locaux qui commencent à changer de station, à partir dans des stations un peu plus exigeantes, voire même à changer de Ouais. pays, à aller en Suisse, pour éviter justement de croiser toute cette manne touristique un peu Mmh. particulière qui débarque à chaque Ouais. vacances scolaires, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde. Parce que c'est vrai que ce sont surtout des vacanciers, en C'est fait, les ça. gens qui font du ski, Et il y a de plus en plus de monde, en fait, qui sont pas forcément des skieurs expérimentés. En soi, c'est pas un problème, mais quand vous en avez autant, bah, du coup, ça devient beaucoup plus dangereux sur les pistes. Et c'est vrai qu'on remarque ça. C'est vrai que dernièrement, on a eu, ouais, il y a beaucoup plus de monde. Le ski s'est vraiment Mmh. démocratisé. Et je suis d'accord avec toi, l'escalade, c'est pas le cas. C'est vrai que ça dépend vraiment des disciplines. L'escalade, ça s'est presque boboisé même. Ouais. On trouve, en fait, il y a deux catégories de grimpeurs, moi, que je vois souvent. Il y en a probablement d'autres, hein, mais il y en a vraiment deux que moi je recroise souvent. C'est effectivement les vieux de la vieille qui sont là depuis Ouais. X générations, qui connaissent leur voix, qui achètent les topos, qui lisent Mmh. tout, etc. Et qui, moi, je les aime bien ceux-là. Et souvent, c'est des gens qui commencent maintenant à avoir un certain âge, qui sont entre la quarantaine et la Mmh. cinquantaine, qui vivent dans leur van. Moi, j'adore les Et croiser. qui conseillent très bien, du coup, Ouais. puisque Ah, mais c'est des bibles, les gars. ouais, C'est un truc de voilà. fou, hein. Et puis, à côté de ça, effectivement, il y a aussi bah, cette nouvelle génération de grimpeurs qui est beaucoup plus axée sur la performance. Voilà, on débloque des nouveaux niveaux de voie, voilà, jusqu'à il y a encore une dizaine d'années. Déjà, grimper dans le 8e degré, c'était réservé à une élite. Maintenant, on a des gens qui grimpent dans le 9e degré et on en a de plus en plus. Bon, là, ça reste quand même des extraterrestres, on va pas se mentir, hein. Mais ouais, effectivement, l'escalade, c'est très particulier parce que on a vraiment ces deux mondes-là, le côté un peu cool, enfin, un peu à l'ancienne, Mmh. voilà, Ouais, moi, un peu rude. j'adore l'escalade pour ça, parce que Ouais. tu retrouves vraiment un truc où, tu vas pas te faire emmerder, en fait, sur un un parcours. En général, tu es C'est vrai. tranquille, Ah bah, quand et t'es sur ta voie, c'est ta voie, hein. Personne ouais, va et puis ceux qui sont là, ils sont là, quoi, ouais, comme tu c'est vrai, dis. il y a ce côté-là. Là où, bah, un truc qui ressemble, c'est la Via Ferrata. Ouais. Bah, là, tout de suite, bah, tu vois la différence, C'est vrai que parce tu peux t'engager que à 50 les uns derrière les autres sur un Via ouais, Ferrata. il y a des enfants qui Ouais. s'engagent, et c'est un truc qui est plus accessible, et puis pareil, c'est un peu, c'est pas pareil, quoi, c'est plus accessible pour moi. Ouais, je comprends, je comprends. Bah, il y a un côté beaucoup plus terrain d'aventure dans la Via Mmh. Ferrata que dans l'escalade, où c'est presque une discipline, oh, bah, je dirais quasiment aussi mentale que physique, en fait, parce que enfin, c'est à la fois le sport le plus naturel du monde. On est fait pour se serrer et pour grimper, ça c'est clair. Mais c'est pas forcément le plus naturel sur le plan de l'appréhension, quoi. Mmh. Et donc, ouais, l'escalade, c'est vraiment un truc à part, je suis d'accord. Et c'est assez drôle parce que bah, l'escalade nous amène sur une gestion différente de la montagne, encore une fois, qui va être nécessaire pour aller chercher l'alpinisme, en fait. C'est assez drôle, mais en fait, l'alpinisme, Oui, oui. c'est une rencontre de plusieurs disciplines, c'est ça, si on devait le définir. C'est de l'escalade, de la randonnée, de l'orientation, Mmh. du ski, enfin, ouais, Ouais, de la gestion, ski de de la neige, de la rando. glace, enfin, de la pierre. C'est vraiment un truc. Enfin, l'alpinisme, c'est un peu la rencontre de toutes ces disciplines de Ouais, montagne. ouais. Et c'est pour ça que je le différencie un peu du reste, parce que c'est encore plus élitiste que le reste, quoi. Mmh. Autant on parle du matériel qu'il faut, effectivement, pour aller randonner, une bonne paire de chaussures et on y va, quoi. Ouais, ouais. Des fois même pas de bonne paire de chaussures. J'ai vu des Ouais, gens c'est avec des vrai. baskets, hein. Donc voilà. Des fois en tongs, ils y Ouais, vont. ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais tu Et sais que c'est pour ça, d'ailleurs, la randonnée, et voilà, ça c'est intéressant comme truc. La randonnée, c'est le sport le plus accidentogène en montagne. ouais, C'est vraiment là où on a le plus d'accidents. Et on va se dire, du coup, mais alors, c'est pas possible, c'est si dangereux que ça, la randonnée? Pas du tout. Enfin, pas du tout. Ça ça peut peut l'être, l'être, hein. mais La preuve, c'est qu'il y a voilà. comme tous les Mais le autres truc, c'est que sports. il y a tellement de randonneurs par rapport à toutes les autres disciplines, c'est tellement la discipline la plus usitée par tous les utilisateurs de la montagne que il est évident que c'est là-dedans qu'il va y avoir le plus d'accidents. Enfin, je veux dire, c'est statistique au bout d'un moment. Mmh, mmh. Si vous avez, je sais pas moi, 10 000 alpinistes et que vous avez 1 million de randonneurs, il y a peut-être plus de chances d'avoir des accidents chez les randonneurs. Ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est vrai que et puis, l'accessibilité, après, voilà, c'est un peu graduel. Alors oui, l'escalade, c'est déjà autre chose. Le matériel coûte cher, on va pas se mentir, hein, voilà, il y a ça. Même la location, c'est compliqué, parce qu'on peut pas louer. Enfin, le matériel d'escalade, ça se loue pas aussi facilement, ou alors faut partir Mmh. avec un guide. Donc là, ça veut dire que vous avez un moniteur d'escalade, c'est pas le même prix non plus. Enfin,
Il y a plein de choses. Genre, toujours dans le cadre où on pratique en extérieur. Si vous pratiquez en intérieur, c'est pas la même chose, mais voilà, on parle de la montagne et de l'accessibilité de la montagne, quoi. Et puis plus on va monter comme ça en discipline, le ski c'est encore un peu plus cher, mais comme tu l'as très bien dit, on peut louer. Donc en réalité, ça se lisse un peu. Et puis il y a peut-être un côté beaucoup plus ludique dans le ski, ce qui fait que ça attire beaucoup plus de monde. Mhm. Et puis, comme tu l'as dit aussi très bien, c'est qu'on est sur des stations, ça a été préparé, voilà. Ouais, tu peux même monter avec les télécabines et tout, juste te poser Ouais. dans les stations sans même skier. Donc C'est vrai. il y a un truc où ça rassemble des groupes, ça rassemble les familles et tout. Et j'imagine que... Enfin, c'est pas que j'imagine, parce que moi-même je l'ai fait. En fait, je suis partie sur des pistes de ski sans jamais avoir appris à skier. Et c'était une cata, quoi. Donc tu te retrouves là-dessus, tu sais rien faire, tu gênes les autres, et toi tu passes un très mauvais moment. Donc Ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut tellement le voir. Quand tu vas skier, par principe, vous partagez un espace, tu vois, avec les gens. Donc je pense que là-dessus, c'est pas tellement... Enfin, c'est un espace qui a été préparé justement pour que des gens de plusieurs niveaux puissent se croiser. mhm. Donc moi, je suis moins embêté par le fait de croiser des gens peu expérimentés dans le ski. Ce qui m'embête, c'est quand il y a énormément de monde et que du coup, le monde Ouais, crée c'est le ça. danger. Ça, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que les télécabines rendent aussi tout ça accessible, quoi. Oui, complètement. Voilà. Et puis maintenant, de plus en plus en été aussi, parce qu'encore une fois, évolution climatique, beaucoup de stations de basse altitude ont commencé à fermer. Donc ça veut dire que déjà tout le monde se concentre sur les mêmes stations qui sont les stations plus hautes. Et comme la plupart des petites stations commencent à disparaître doucement, celles qui veulent pas mourir se réinventent en essayant d'exploiter la montagne l'été. Mhm. Nous, on a le cas ici avec des stations d'altitude moyenne. Enfin, je veux dire, voilà, quand vous avez une station dont le départ est en dessous de 1000 mètres, on va pas se mentir, hein, votre comment dire, exploitation hivernale, elle est vachement réduite en ce moment. Mhm. Exception faite de cette année qui a été une année exceptionnelle en termes de neige et de froid, donc ça c'est super, mais dans la plupart des cas, les petites stations, elles ont des ouvertures qui sont vachement plus limitées, et donc on en a pas mal qui se réinventent en devenant des stations d'été aussi, soit en Ouais. tolérant le vélo de descente, donc en Mhm. réaménageant d'autres pistes, soit justement en emmenant des gens comme ça, des piétons effectivement en haut, pour aller faire d'autres types de randonnées, donc des randonnées qui vont vous permettre quand même d'aller en montagne, d'aller chercher des crêtes, des choses Ouais. intéressantes, mais sans la fatigue de l'approche. Alors après, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas? Ça, c'est un autre débat, mais effectivement, de ce point de vue-là, la montagne est plus Mhm. accessible. En fait, ouais, je trouve que dans cette question, la montagne est-elle devenue trop accessible? Il y a un peu une sous-question, la montagne est-elle devenue trop fréquentée? Et Mm, c'est un peu de ça, moi, que je débat dans ma tête. je C'est comprends. que je trouve que la montagne, c'est super chouette, en fait, qu'elle soit accessible, qu'elle soit rendue accessible avec ses télécabines et Ah tout oui, et puis ne ça. serait-ce que touristiquement, ça fait vivre des Oui, villages entiers. Moi, je c'est trouve que ça, ça. c'est Et plutôt puis, bien en vrai, hein. c'est quand même des endroits magnifiques qui méritent d'être vus, etc. Mais est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas un peu un, un point sur lequel il faut faire attention avec cette fréquentation? Est-ce qu'il faudrait réguler le nombre d'entrées Alors, ça, c'est très compliqué. Le principe de base, c'est que la nature, c'est compliqué d'en réguler l'entrée. Je veux dire, Ouais, il y a une phrase qui dit que la nature est à tout le monde, et j'ai jamais entendu une phrase aussi fausse, quoi. C'est hallucinant. La nature, elle n'est pas à tout le monde. Je vais donner des exemples, hein, parce que je dis pas ça juste comme ça pour choquer. La nature n'appartient pas à tout le monde. Là, nous, on parle du point de vue français, hein, puisque on est essentiellement dans les montagnes françaises, mais déjà, il faut comprendre que plus des 90% de la nature en France appartient à des particuliers. ouais. Enfin, des particuliers ou à l'État en soi, hein, mais voilà, il y a quasiment aucune zone qui soit réellement, j'ai envie de dire presque libre de droit, ça n'existe pas. Les zones appartiennent toutes, que ce soit les sentiers de randonnée en eux-mêmes qui passent au sein de certaines parcelles, que ce soit voilà, des zones à part, effectivement, les zones de très haute montagne, où là, pour le coup, oui, je suis pas sûr que ça appartienne à autre chose qu'à des communes. Mhm. Mais sinon, la plupart des sentiers que vous allez emprunter en randonnée passent chez des particuliers. Ah ouais. Ouais, et donc ça va amener quelque chose de différent, c'est l'éducation qu'on a par rapport à ça.
Moi, quand j'ai commencé vraiment la montagne, c'était rarissime de trouver un plastique par terre. Alors attention, je dis pas que ça n'existait pas, mais il y avait eu une éducation qui avait été faite notamment dans les années 80 et dans les années 90, où vraiment on était sur, comment dire, sur de l'écologie pratique. On apprenait l'écologie pratique, c'est-à-dire que à l'école on expliquait que non, quand on allait se balader, il fallait pas laisser ses déchets partout. C'était hyper important. On avait une éducation par rapport à ça. Ouais. Et puis on nous apprenait que bah voilà, quand vous vous déplaciez quelque part en montagne, il fallait respecter l'endroit. Moi je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais vraiment petit à l'école maternelle, j'ai fait mon école maternelle en partie en forêt de Fontainebleau. Et là je me souviens très très bien d'avoir eu des gens de l'ONF, donc l'Office national des forêts, qui passaient faire de l'éducation dans les écoles. Donc même en maternelle, on en avait, quoi. Et les mecs nous expliquaient que quand on allait se balader dans les bois, c'était cool, hein, c'était super, mais que même ramasser un bout de bois, en vrai, c'était pas un truc conseillé. En fait, il fallait les laisser là où ils étaient, ne pas déplacer les choses, même un caillou, on nous demandait de pas les ramasser. C'est vraiment un truc où faut laisser la nature tranquille. Alors bon, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Je pense pas que si vous ramassiez un caillou, vous embêtiez vraiment la montagne voilà, de façon définitive. Mais je comprends que eux aient voulu faire passer ce message-là. Et j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu, ça. Que maintenant, on fait beaucoup moins d'apprentissage de la vie extérieure et naturelle. Comme si on s'était vraiment tous séparés, en fait. Je pense que c'est pas étonnant, vu l'évolution, on va dire, de la société, avec le fait que maintenant, on parle beaucoup moins qu'avant, on est beaucoup plus sur des réseaux sociaux et pas vraiment dans l'échange réel. Et donc, je pense que c'est peut-être un peu lié. Après, c'est peut-être mon avis de vieux con, hein, je suis pas fermé là-dessus. Mais du coup, je me rends compte qu'il n'y a plus la même éducation. Enfin, ça arrive combien de fois qu'on se balade en montagne et qu'on voit un groupe passer avec une enceinte dans le sac qui fait du bruit. Genre en mode, je te partage ma musique. Bah ouais, mais non, en fait. D'abord parce que j'ai pas envie de partager ta musique, enfin, avec tout le respect que je te dois. Moi, je suis bien en montagne. J'ai pas forcément envie d'entendre la musique de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette pollution bruyante, parce qu'on peut vraiment parler de ça, ça va avoir un impact sur la nature, parce que ça va avoir un impact sur les animaux qui vont l'entendre. Exactement. Et donc les gens, ils se rendent pas compte, mais en fait, quand ils font ça, en été déjà, c'est chiant, parce qu'effectivement, ça peut réveiller des animaux. On rappelle que la plupart des animaux sont nocturnes, donc ça veut dire que la journée, ils dorment, foutez-leur la paix. Et donc, effectivement, par ça, oui, cette espèce de démocratisation, elle elle amène en fait ce genre de comportement. Et donc, j'ai remarqué aussi dernièrement que je trouvais de plus en plus de déchets en montagne. Ça m'arrive régulièrement, ça nous arrive régulièrement d'en trouver, ça nous est déjà arrivé d'en ramasser. Et puis, ça veut dire que si vous êtes un tout petit peu intègre en montagne, vous allez finir par ramasser les déchets des autres. Alors moi, personnellement, ça me dérange pas d'un point de vue éthique, parce que je me dis, ok, on peut le faire, voilà, j'ai de la place dans mon sac, je suis pas à l'article de la mort, et voilà, et je suis assez fort pour prendre quelques grammes de plus. Qu'est-ce que ce sera dans quelques années? Mais c'est ça, en fait, qui me fait un peu peur. C'est un peu ça qui m'embête. Et l'autre truc que ça va amener, c'est effectivement les comportements qui sont peut-être plus erratiques. C'est-à-dire qu'avant, on avait un apprentissage de la montagne où, en tout cas, il y avait suffisamment peu de gens dessus pour que les comportements gênants soient plus dilués. En fait, on se rendait pas compte de ça. Aujourd'hui, on en a parlé quand on a parlé un petit peu de montagne en hiver. Autant l'enceinte en été, ça fait chier les gens et effectivement, c'est relou pour les animaux. Autant l'hiver, ça peut vraiment mettre en danger des animaux. Et je réexplique, hein, l'hiver, un animal, s'il commence à fuir, parce qu'il vous a détecté, un animal, il vous détecte plus loin, il vous détecte de plus loin que vous. Vous le verrez beaucoup plus tard que lui vous aura vu. Mais si vous lui foutez une grosse musique dans la tête, lui, il se rend pas compte, l'animal. Et donc, il va se barrer. Et en se barrant, il va quitter un endroit qu'il avait probablement préparé pour pouvoir dormir, pour pouvoir se placer, qui était en sécurité pour lui. Donc déjà, vous le mettez en danger. Deuxièmement, vous lui imposez une course en hiver alors que ses ressources sont réduites, qu'il a déjà pas de bouffe, qu'il a déjà froid, tout ça. Donc, ouais, vous butez des animaux, en fait, quand vous baladez avec une enceinte qui fait du bruit en montagne. Vous, littéralement, vous tuez des animaux. Le faites pas. Donc voilà, donc... Ça, c'est une notion de respect. c'est ça, mais ça va avec la surfréquentation de la montagne. Ouais, complètement. Donc est-ce que la montagne est devenue trop accessible? Je trouve... ça fait partie du débat, en tout cas. Et puis je trouve que cette notion de respect aussi, elle est liée certainement aux réseaux sociaux, parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. Et on nous montre que les belles choses de la randonnée et de ce qu'est la montagne. Et donc, ça donne envie aussi d'y aller.
Et sauf que je trouve que ça ressemble à un conseil, genre je te conseille ce café qui est sympa, allez-y, tu vois. Sauf que là, c'est pas la même chose. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On parle pas d'une chouette adresse Ouais, oui. à faire une fois dans sa vie. Enfin, Oui, le c'est conseil est des peut-être pas assez complet ouais, de façon générale. ce sont des itinéraires et pour moi, il y a un vrai problème là-dessus parce que il y a un manque d'éducation Mm. sur ces endroits-là. Je sais pas si je m'exprime si je Bah, m'exprime très bien sur la je me question. trompe peut-être, mais ce que j'en comprends, Ouais. dis-moi si je me trompe, hein, c'est que effectivement, le fait que les réseaux sociaux en parlent, et nous les premiers, hein, Mhm. on montre des choses qui sont hyper attractives, mais la plupart du temps, vous n'avez que ça, que cet avis-là. Donc, vous vous rendez pas compte de la préparation que ça demande. Ouais. Et nous, on essaie de le faire à petite échelle. Peut-être qu'on le fait pas assez bien d'ailleurs, mais Oui. En tout cas, c'est notre d'expliquer. objectif Oui, voilà. de C'est-à-dire que. montrer un peu plus comment y aller, comment se Ouais, préparer exactement. et d'être autonome à la montagne. Et je pense que c'est extrêmement important ouais, tout à fait, d'aller un peu plus loin que juste, voilà, vous avez ce truc-là super beau à voir, c'est bien de le montrer, Mhm. parce que je pense que c'est bien que les gens sortent. La vérité, c'est que moi, je suis très content que la montagne soit accessible. Ce que je voudrais juste, effectivement, c'est que la montagne soit bien fréquentée. Pas Mhm. seulement fréquentée, juste bien fréquentée. Ouais, c'est ça. Donc, si je devais résumer, moi, ma réponse à cette question, c'est est-ce qu'elle est devenue trop accessible? Je pense pas qu'elle soit trop accessible. Je pense que elle est devenue, comment dire, peut-être trop démocratisée dans l'esprit des Mhm. gens. Mhm. Ça, oui. Je la trouve pas trop accessible. D'ailleurs, je le dis là-dessus, elle est tellement pas trop accessible qu'il y a beaucoup de gens qui finalement finissent par se retrouver dans des situations où ils déclenchent des secours, Ouais, ouais. des fois pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et Euh, c'est ce que je voulais dire là-dessus quand on a parlé tout à l'heure. Tu disais que c'était la randonnée, l'activité de montagne la plus accidentogène. mhm. Et je trouve aussi qu'il y a certainement une corrélation entre les activités de montagne où il faut plus d'expérience et de savoir pour pouvoir y aller. Évidemment, il y a moins de monde parce qu'il y a plus de matos et tout ça, comme on l'a dit. Mais il y a aussi Ah ouais, l'Alpi, une c'est un enfer. expérience qui fait que, en fait, si tu as un souci, tu vas pouvoir te débrouiller tout seul pour t'en sortir. Là où, quand on va en randonnée sans expérience et sans matos et tout, eh ben, tu vas appeler les PGHM tout de suite parce que tu vas pas savoir gérer Ouais, comment te complètement. débrouiller, en fait. Après, il vaut mieux appeler un PGHM et leur poser la question, en Oui, étant oui, très honnête avec eux d'ailleurs, que de se mettre vraiment en danger, soit dit en passant. c'est sûr. Mais Mais je je pense suis qu'il d'accord, ouais. y a les deux facteurs, quoi. Je Il suis y a assez moins de d'accord. monde qui fait des activités de montagne plus recherchées. Mais ça m'amène d'ailleurs sur un autre sujet, enfin c'est un Ouais, truc, mais je suis vas-y, d'accord vas-y. avec toi. Parce qu'en fait, c'est vrai que si vous faites de l'alpinisme, bon, à part quelques fondus, c'est assez rare de commencer l'alpi sans passer par un guide. Ou alors vous passez par des potes qui sont vraiment très bons et qui vous emmènent une première fois. Mais Mhm. euh, en fait, quand vous êtes responsable d'une cordée en alpinisme, vous avez une vraie responsabilité sur les épaules. Ce qui fait que vous emmenez pas n'importe qui en général. Mhm. Moi je peux parler dans mon cas parce que j'ai eu les deux, enfin, j'ai comme tout le monde commencé, et puis maintenant je suis au stade où je peux emmener des fois des amis à moi. Si j'emmène des amis, des gens, je les emmène pas comme ça en mode viens on va faire un truc tout de suite. En général, on fait peut-être une journée en falaise, on apprend à se connaître dans les différentes manips, dans les choses qu'on doit faire ensemble. Et ensuite, une fois qu'on a fait une ou deux journées de préparation, là, on peut envisager une course d'alpinisme, un truc relativement simple, etc. Et d'ailleurs, ce que je vous encourage à faire, parce que ça c'est cool si vous avez la chance d'avoir un pote qui pratique et qui peut vous former un peu, mais de toute façon, ça remplacera jamais le fait de passer avec un guide. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en me faisant emmener par des gens qui étaient des bénévoles, des amis, etc. Et la réalité, c'est qu'ensuite, j'ai fait des cycles de formation. Je suis passé avec un guide, j'ai même pas fait de sommet avec le guide. Hein. C'est vraiment, moi, je revois ça, la plupart des gens prennent un guide pour faire un sommet. Moi, je n'ai pas pris un guide pour faire un sommet. J'ai pris un guide pour avoir des stages de formation, pour connaître les manips, pour connaître les techniques, pour savoir me débrouiller et être capable de faire tout seul. Mhm. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'encourage tout le monde à faire. Je donne un exemple très simple.
mon stage avec un guide, où j'ai fait 4 ou 5 week-ends avec un guide, vraiment, avec de la formation, etc., ça m'a coûté un peu moins cher que si j'avais voulu faire le Mont Blanc avec un guide. Cette année, le Mont Blanc, je vais le faire tout seul, sans guide. Enfin, tout seul, avec un second de cordée, mais je vais le faire sans guide. Mhm. Parce que je suis capable de le faire aujourd'hui, parce que j'ai appris à le faire. C'est un choix. Alors évidemment, si vous vivez pas en montagne, c'est compliqué, parce que ça veut dire que chaque week-end, c'est une logistique, et là, pour le coup, ça va vous coûter plus cher. Mais c'est voilà, c'est une autre façon d'aborder le truc. C'est que c'est peut-être aussi plus local, quoi. Et alors, non, pas justement, c'est là où je voulais en venir. Ok. Si vous faites ça pour l'alpinisme, parce que vous dites qu'ok, il y a une notion de danger qui est quand même, dont vous avez conscience, il faut garder à l'esprit que c'est la même chose pour la randonnée. Si vous prenez un guide en alpinisme pour vous former, prenez un accompagnateur en randonnée au moins une fois. Mhm. D'abord parce que ça fait vivre des gens. Les accompagnateurs, c'est des gens formidables en général, qui ont une connaissance de la montagne qui est souvent très sous-estimée. C'est-à-dire qu'un guide, c'est un technicien. Le mec est super fort pour faire des manips. Il connaît les parois, les roches, les différentes façons de poser un frêne, etc. La faune et la flore. C'est pas leur truc. La faune et la flore, c'est pas les guides. Les accompagnateurs, par contre, oui. Ah oui, mais je pensais que tu parlais de ça. ça. Non. C'est vraiment, je voulais faire la différence. Okay. Un guide, c'est vraiment un technicien. Il va vous apprendre à passer à un endroit. Il est très fort pour ça. Et il est imprenable là-dessus. Clairement, voilà, ils sont super forts. Leur boulot, c'est ça. Et leur formation, elle est hyper intense. Et clairement, c'est les meilleurs. Un accompagnateur, c'est pas la même chose. Un accompagnateur, lui, il va être très fort en orientation. Et il va être très fort, justement, sur la connaissance de la faune, de la flore, effectivement aussi de la roche. Enfin, passer une journée avec un accompagnateur, c'est pas juste faire une belle rando, c'est faire une belle rando qui va vous apprendre énormément de choses. Voilà, donc ça, c'est vraiment, si vous voulez faire une belle ascension, un beau sommet, prenez un accompagnateur. Ça peut être vraiment cool. D'abord parce que du coup, vous allez être plus en sécurité, vous allez voir plein de choses. Quand vous faites un sommet, vous voyez votre sommet. Si vous partez avec un accompagnateur, vous allez voir tout ce qu'il y a autour. Ouais. Ça va ouvrir complètement votre vision. Sommet, c'est celui-là, c'est celui-là. Exactement. C'est bien plus chouette, ouais. Et du coup, vous n'avez pas du tout le même rapport à la montagne. Donc vraiment, moi, je le dis. Je suis trop d'accord. Si vous prenez un guide pour faire de l'alpi, prenez un accompagnateur pour faire un peu de rando. Même si ça ne veut pas dire que vous allez prendre systématiquement un accompagnateur, mais ne serait-ce que pour en faire un petit peu, moi, je trouve que c'est vachement bien. Et du coup, ça rebondit sur la question, est-ce que la montagne est trop accessible? Du coup, elle va devenir vraiment bien accessible. Elle sera bien fréquentée. Et je trouve que ça, c'est bien. Vraiment, faites vivre les métiers locaux de la montagne. Ça, c'est vraiment un truc, un message là-dessus. Si je devais donner un seul message, c'est faites vivre les métiers de la montagne. Ça, c'est super cool. Parce que vous allez forcément en retirer plus de choses, quoi. Mais bon, là, c'est un discours assez optimiste. Mais moi, j'avoue que encore une fois, je reviens là-dessus, mais je regarde les réseaux sociaux et tout. Bah oui, non, je comprends. Et je vois aussi un espèce d'effet de mode sur les contenus de montagne. Je vois voilà, qu'il y a des photos où on met en avant ses tenues, genre on fait des outfits de montagne, genre c'est ça qui est chouette. On met en avant ses performances, le trail notamment, et on dit voilà, j'ai fait autant de temps de dénivelé et tout, et il y a une espèce de truc, une course à la performance, une course au like, parce que voilà, je veux avoir la photo que j'ai vue et que tout le monde poste et qui fonctionne bien. Et ça, je trouve que cet effet de mode me dégoûte un petit peu, en fait. Et je trouve que ça rend la montagne trop accessible aussi. Je comprends. Alors, ouais, je comprends parfaitement. Moi, je suis un peu plus mitigé avec ça. Parce que les très belles photos que tu vas voir sur Instagram qui vont attirer du monde, elles vont attirer du monde sur les endroits où les photos ont été prises. Ouais. Et ça, j'entends. Alors oui, ça va créer beaucoup de bouchons à certains endroits. C'est sûr que si demain vous voulez aller voir le lac Blanc, eh ben bon courage. D'ailleurs, c'est très bien. Je vais proposer une chose. Si vous voulez voir le lac Blanc au-dessus de Chamonix, qui a une très très belle vue sur le Mont Blanc, qui est peut-être la randonnée la plus, dans les randonnées un peu physiques, parce que ça commence déjà à être un peu physique, mais qui est peut-être la randonnée la plus fréquentée dans les randonnées physiques de ce niveau-là. Si j'ai un conseil à vous donner, vous partez à 4h du matin. Ouais.
Partez à 4h du matin, vous aurez le lever de soleil vraiment en arrivant au lac Blanc. Vous serez pas trop nombreux parce que je crois qu'on peut pas bivouaquer sur place. Donc vraiment, vous allez être... ça devrait bien se passer pour vous. Mais encore, il y aura déjà du monde, hein, je pense. Il y aura un peu de monde, mais il y aura pas non plus... Enfin, ça va être cool, quoi. Si vous voulez faire cette rando-là, partir après 7h du matin, je vais pas vous mentir, ça va être un enfer. Vous allez faire la queue pour monter, voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est très très bien. Les gens qui viennent valider une photo, allez au lac Blanc. C'est super, vous aurez une très belle photo. Et puis comme ça, les sentiers qui sont un peu plus compliqués, un peu plus durs, un peu plus cachés, avec d'autres itinéraires, avec d'autres visions, avec d'autres trucs, ben, je suis pas sûr qu'en réalité, on va avoir tant de monde que ça dessus. Enfin, souviens-toi, quand on est allé sur l'aiguille de mesure, Ouais. il y avait personne. Enfin, si, on a croisé 3 guides qui faisaient de l'escalade sur le côté, mais je pense pas qu'on se soit gêné, quoi. Ouais. Il y avait personne, alors que l'endroit est incroyablement beau. On a une vision des glaciers qui est dingue. C'est sublime. Ceci dit, je conseille pas la sortie de l'aiguille de mesure à tout le monde, hein. Ça, c'est vraiment... déjà, il y a un peu plus de 1500 mètres de dénivelé. Et puis, surtout, vous êtes hors sentier à partir de la moitié du chemin. Il faut connaître un peu l'endroit. Enfin, le faites pas, quoi. C'est pas... Voilà, c'est... Oui, ça a été ouvert. Oui, il y a des traces GPX. Oui, on peut le trouver. Le faites pas. Enfin, le faites pas si vous n'êtes pas sûr de vous. Faites-le quand vous avez... quand vous aurez déjà un petit peu de maîtrise, mais voilà. Donc voilà, par rapport à ça, oui, la montagne est très fréquentée. Il y a des endroits où elle est clairement surfréquentée et ça va abîmer les endroits, ça c'est une évidence. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Je ne crois pas. Maintenant, et surtout, ça fait vivre des gens, donc je suis même pas sûr que ce soit souhaitable, en vrai. Maintenant, il y a un autre paramètre, c'est ce que tu décris des réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça se concentre à certains endroits. Et du coup, ça en libère d'autres. Donc, ouais, ça... l'un dans l'autre... Peut-être. Mais c'est un vrai sujet aussi. Ouais. Je pense qu'on en Oui. refera un vrai podcast. Mais c'est vrai que moi, comme je vais pas trop dans les endroits qui sont fréquentés comme ça, ce sont des endroits que par principe je vais éviter, j'ai pas trop cette vision-là. Ouais. Mais ouais, moi je vois aussi qu'on en fait tout un truc par rapport à la santé mentale, parce que il y a beaucoup de trucs en ce moment où les gens sont surchargés au travail, et donc la montagne permet de retrouver un lien avec la nature. Et tout le monde joue là-dessus aussi, sur voilà, déconnectez-vous, sortez, allez en montagne, ce qui est super. Mais aller en montagne en étant préparé et en sachant comment faire, quoi. Je trouve qu'il y a un message à faire passer, mais qui soit juste. Oui, je suis assez d'accord. Mais ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que le problème des réseaux sociaux, c'est pas le fait de montrer des belles images, c'est le fait de pas vous dire ce que ça implique d'aller les chercher. Parce que la marche en montagne, on se dit, ouais, bah, c'est cool, on va marcher. Mais en fait, en termes d'effort, c'est pire que d'aller courir, hein. Enfin, je veux dire, vous faites 1000 mètres de dénivelé, on a une notion qui s'appelle le kilomètre effort, qui consiste à dire que quand vous faites 100 mètres de dénivelé, c'est comme si vous faisiez 1 kilomètre de marche rapide, voire même presque de course. Donc vous faites 1000 mètres de dénivelé, vous avez fait 10 km de course à pied, en termes de ce que ça vous demande en énergie. Voilà. Alors c'est pas les mêmes engagements musculaires, c'est pas la même façon de faire, etc. Donc c'est pas du tout le même type d'effort. Mais la réalité, c'est que vous allez même mettre souvent un peu plus de temps à faire 1000 mètres de dénivelé que de faire 10 km de course à pied. Ouais. Et ça a l'air de rien, mais c'est des choses auxquelles il faut penser avant de partir. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la montagne, elle reste inaccessible. Elle le sera toujours, d'ailleurs. Mais voilà, il faut continuer à se préparer, comme tu le dis, à prendre des guides, des accompagnateurs en montagne pour... Ouais, puis là, c'est le printemps, c'est-à-dire que c'est une période... Alors voilà, ça c'est mon avis, c'est mon petit tips perso là-dessus. Ouais. Les guides et les accompagnateurs, ils ont des périodes de travail où c'est hyper chargé pour eux et des périodes où c'est pas le cas. Les périodes où c'est très chargé, évidemment, c'est l'été. L'été, que vous soyez guide ou accompagnateur, franchement, ça va vous bosser, quoi. L'hiver, c'est souvent un peu pareil, surtout pour les guides. Les accompagnateurs, peut-être un peu moins, mais il y a quand même pas mal de marches en raquette, de trucs comme ça, donc ça se fait encore. Et puis, il reste le printemps et l'automne. Et là, le printemps et l'automne, ça va bouger en fonction forcément de la météo. C'est très, très météo-dépendant et on sait que c'est beaucoup plus imprévisible. Donc, en été et en automne, souvent, les guides et les accompagnateurs travaillent beaucoup moins.
Il y a plein de périodes où les guides et les accompagnateurs, ils ont un autre boulot en général à côté. Alors, moins les guides, hein, plus les accompagnateurs. Et donc, ça veut dire que c'est des moments où ils sont souvent un peu plus dispo. Là, on est au tout début du printemps. Moi, je le répète, pour moi, c'est la meilleure saison pour se mettre à la montagne parce qu'elle va se libérer progressivement. Vous n'allez pas pouvoir aller partout. Et donc, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous faire un petit peu une expérience de montagne avant l'été. Vous commencez par des petites balades et puis au fur et à mesure que la neige se barre, et ben, vous montez de plus en plus, vous allez voir des choses un peu plus grandes, etc. Et c'est super beau. Faites ça, c'est une très bonne... Pour moi, c'est vraiment le truc à faire. Et ben là, c'est le meilleur moment pour prendre un accompagnateur. Parce qu'il n'est pas au pic de sa fréquentation sur la montagne, il n'est pas au pic de son activité, donc il aura un peu plus de temps. C'est le moment aussi où vous allez pouvoir du coup développer un vrai lien de confiance avec la personne. Je ne vais pas vous mentir, un guide, vous l'avez pendant un week-end dans l'été, il va avoir passé 200 personnes, enfin, il va s'occuper de vous très bien, c'est pas la question. Mais il va pas forcément créer autant de liens avec vous parce qu'il n'aura pas le temps, et c'est pas de sa faute. En automne et au printemps, ils ont plus de temps. Et donc, vous pouvez développer un vrai lien de confiance, vous apprendrez beaucoup plus de choses. Vraiment, voilà, s'il y a une période pour apprendre et pour vous y mettre, moi, je pense que c'est là. Oui, vous allez peut-être faire plus de sorties sous la pluie. Est-ce que c'est grave? Moi, je trouve pas. C'est bien aussi d'apprendre la montagne quand elle n'est pas aussi facile. Parce que du coup, le jour où vous sortez vraiment pour vous faire une belle balade en été, vous n'avez pas la même condition physique, vous appréciez vraiment les conditions météo, vous profitez vraiment. Pour moi, c'est vraiment un truc, je vous conseille vraiment de faire ça, quoi. Ouais. Et puis, on le répète, mais aller au CAF, ouais, clairement, c'est vrai, quoi. Tout à fait. C'est excellent pour la préparation. La petite différence, et j'insiste là-dessus, ne voyez pas le CAF comme des guides gratuits, c'est pas le cas. Un CAF, ça implique que vous vous impliquiez dedans. Oui. L'Esprit Club Alpin, ce sont des bénévoles, donc ils ont besoin d'aide, donc filez-leur un coup de main si vous en avez la possibilité. Effectivement, ce sont des super formateurs aussi. Faites les formations internes à vos CAF respectifs. N'hésitez pas à regarder aussi ce que les autres CAF proposent. Moi, je le dis parce que je suis dans un CAF où personnellement, on accueille beaucoup de gens des autres CAF pour des formations. Ouais. Je sais pas si tu as vu, toi, quand tu as fait la formation Carto là, il y a pas longtemps. Tu as vu, il y en avait finalement d'Annemasse, vous étiez quoi? Vous étiez peut-être 5 sur les 15 personnes. Du CAF d'Annecy qui venait notamment pour être formateur plus tard. Ouais, carrément. Ouais. Et c'était hyper chouette. Nous, en plus, on avait des conditions assez dégueulasses ce jour-là. Donc, c'est parfait pour apprendre. Et vu qu'on est encadré et que tout est mis en place pour que tout se passe bien, en fait, qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises conditions, peu importe. Mais moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises conditions. Ça reste formateur et c'est top, quoi. Donc, on vous conseille le CAF. Vraiment. Les yeux fermés. Ouais, si vous avez un CAF pas loin de chez vous, allez-y. Mais voilà, mais encore une fois, partie du principe qu'il va falloir vous investir dedans. C'est pas juste pour faire 3-4 sorties, quoi. Oui, c'est cool, mais vraiment, allez-y vraiment. Faites les formations et si vous pouvez vous investir un peu, filer un coup de main de temps en temps, c'est chouette, quoi. C'est de la vie associative. Puis vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Ouais, voilà, les partages de connaissances, c'est génial, ouais. Donc c'est excellent, voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a fait le tour de globalement, la question, quand même. On a abordé pas mal de sujets différents. On reviendra sur certains qui étaient très intéressants. Et voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Non, moi je pense que j'ai tout dit. Ok. Tout ce que je sais pour l'instant. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On peut débattre dans les commentaires. On sera ravis d'avoir votre avis sur la question. Exactement. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, YouTube, Deezer aussi, attention. Ah ça y est, on est sur Deezer. On est sur Deezer. Youpi! Et sur Instagram, c'est là où on est le plus actif. Et voilà, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao.